S'il y a du temporel dans la vie, il y a du spirituel dans l'engagement. C'est ce que confiait le journaliste Edwy Plenel dans Ses secrets de jeunesse. S'il veut dire par là que tout engagement contient quelque chose de sacré, que veut dire l'engagement pour nous aujourd'hui ? En tout cas, si l'on ouvre le dictionnaire Larousse, il y est écrit que l'engagement est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convention ou un contrat par lesquels on se lie. Alors juridiquement, politiquement, mais rien sur la dimension amoureuse. Cette notion semble avoir comme totalement disparu de nos dictionnaires. Hasard ou pas, la baisse de l'engagement amoureux est-elle due à un effet de mode, à une peur de s'emprisonner ou autre raison ? Exploration dans cette émission en quête de sens avec mes 3 invités sur RCF et Radio Notre-Dame. Que se cache-t-il derrière la peur de s'engager tout court dans le couple ? Réponse, je l'espère en tout cas, dans cette émission en quête de sens. J'ai la joie de recevoir Florence Klein. Bonjour Florence. Ravie de vous recevoir. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous étiez présentatrice météo pendant des années, c'est ça ? Ah non, ça c'était la blonde. C'était l'autre. Il y a la blonde de la J'ai météo. fait un amalgame. Vous étiez journaliste à la télé, juste. Non, il y a la blonde de la météo et il y a la brune des rencontres. Vous avez toujours travaillé dans les rencontres ? Non. Dans les publiques relations dans la mode. Voilà. Rien à voir avec la météo de la mode. Exactement. La fille qui se rattrape comme la météo de la mode, elle change beaucoup. D'accord. Alors, vous êtes en tout cas, maintenant, vous avez créé les dîners de Florence qui cartonnent. Oui, on en parle partout dans les médias. Objectif, organiser, alors je cite, des dîners élégants pour mettre en relation des personnes qui souhaitent enrichir leur vie sociale, élargir leur réseau personnel ou même professionnel. Mais c'est quand même l'objectif amoureux qui prime. On est d'accord ? Oui. Je dois dire que tous les gens qui viennent me voir, c'est pas pour faire du business ou des relations professionnelles. Au départ, c'est pour leur vie privée, leur vie relationnelle ou amoureuse. Mais on me l'annonce de manière un petit peu, vous voyez, on prend des petits chemins pour le dire, parce que c'est beaucoup plus facile de présenter des gens dans un contexte relationnel et amical, et où le hasard va faire qu'il va y avoir un coup de cœur, que de cibler tout de suite la rencontre amoureuse, qui est quand même assez particulière. C'est difficile tout de suite qui va se rencontrer avec qui va se d'où les plaire. Problématiques liées au site de rencontre, aux applis de rencontre. Voilà, ça c'est encore c'est la jungle. C'est la jungle. Parce que les gens ne savent pas qui ils ont derrière un écran, c'est pas romantique, on va direct droit au but, qu'est-ce que veulent les gens, alors que dans un contexte de dîner où on a l'impression qu'on a un dîner entre amis, vous avez une trentaine de personnes, mais vous savez que la démarche est commune. Tous les gens qui viennent, ils ont la même raison. Ils ont envie de la petite cerise sur le gâteau, de faire une belle rencontre amoureuse, même s'ils ne le disent pas au départ. Mais ils ont vraiment envie de faire une rencontre. Alors après, il y a ceux qui sont prêts pour la rencontre, qui croient qu'ils sont prêts et qui ne le seront peut-être pas. Ceux qui vont faire une rencontre et finalement, ils ont peur. La peur de l'engagement qui peut arriver aussi, donc ils se défilent. Et puis il y a ceux qui viennent sans une attente particulière et puis la magie va opérer. Mais quand on est dans un contexte détendu, un dîner où les gens se présentent comme de manière naturelle, ils n'ont pas la pression de est-ce qu'il va me plaire, est-ce que je vais lui plaire, c'est beaucoup plus détendu, c'est beaucoup plus facile dans un contexte comme ça de faire des rencontres qui peuvent se faire naturellement. Voilà. Christelle Tard en face de vous, qui est conseillère conjugale. Bonjour Christelle. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes conseillère conjugale et familiale au sein de l'association Claire Amour et Famille. Alors vous êtes c'est intéressant de vous recevoir aujourd'hui puisque vous êtes dans l'amont, en amont et en aval si je puis dire, Absolument. De la rencontre amoureuse, puisque vous transmettez un petit peu toutes les joies de l'amour et de l'engagement amoureux auprès des collégiens, c'est ça ? Auprès des collégiens, des lycéens et de plus en plus auprès des primaires même. Des primaires même maintenant. Oui. Bravo, vous allez nous en parler peut-être dans quelques instants. Oui. En tout cas, merci d'être là. Et enfin, nous sommes en compagnie du Père Ange Ngamo. Bonjour à Père Ange. Bonjour. Bienvenue. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne vous a pas vu dans cette émission. Comme s'il avait que ça à faire, c'est ça, Père Ange. Bref, merci d'être venu aujourd'hui. Vous êtes prêtre pour le diocèse de Créteil. Vous aimez bien qu'on dise que vous êtes encore un bébé prêtre. Vous êtes vicaire à Notre-Dame de Vincennes. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord ? Alors, parce qu'on en parlait avant de commencer l'émission avec Florence et avec Christelle. Moi, en préparant l'émission, j'ai vu que le mariage en soi, donc pas religieux, le mariage en règle générale, d'après nos confrères et d'après l'INSEE, semble ne pas baisser en fait depuis le Covid. Est-ce que c'est la même chose ? Qu'en est-il du mariage religieux, de mariage dans l'église ? Est-ce que vous êtes d'accord avec c'est pas cette tendance, mais ces chiffres ? Les gens se marient, c'est vrai. Dans la paroisse dans laquelle je suis, par exemple, on prépare beaucoup au mariage. J'en ai accompagné un peu moins d'une trentaine personnellement l'année dernière. C'est beaucoup ? On est 4 dans la paroisse et on est à peu près le même nombre de couples qu'on accompagne. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que comparé à d'autres paroisses, ça peut paraître beaucoup. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a quelque chose qui se restabilise parce que pendant la période du confinement, les gens étaient confinés chez eux.
Il y a des personnes qui avaient prévu de se marier qui n'ont pas pu le faire et tout cela a été reporté à la sortie du confinement. Donc, on n'était pas étonné de voir qu'en sortant du confinement, il y avait dans les chiffres une hausse. Cependant, on remarque que cette hausse n'est pas seulement liée au fait de mariages qui auraient été reportés, mais à quelque chose d'une quête de sens chez, sympa. chez ceux et celles qui vivent cette vie et qui ont besoin de trouver à leur existence une cohérence. Il est écrit dans le livre de la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Pour le traduire dans la langue de Molière aujourd'hui, on pourrait dire que pour être heureux, il y a quelque chose de la présence d'un autre qui est utile. Et les gens en font l'expérience. Et le Covid, peut-être, a aidé les uns et les autres à réaliser que, avec un autre, la vie a une autre couleur. Ouais. Vous dites ça de cette manière. Donc oui, les gens se marient. Et de ce que moi, je peux observer à mon petit niveau, je dirais qu'il y a à la fois une régularisation, ceux qui n'ont pas pu le faire pendant la période du Covid, mais il y a quelque chose d'une hausse aussi. Parce qu'au niveau sacramentel, par exemple, en France, on n'a jamais autant baptisé que maintenant. Alors ça, il paraît que, voilà, effectivement, c'est une forme d'engagement. Ah oui, c'est un engagement. C'est un engagement. C'est un engagement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant baptisé. Et vous serez étonné de voir que chez ces catéchumènes, qui sont pour la plupart adultes, la demande sacramentelle, elle se déploie. Ça veut dire qu'ils vont demander le baptême et dans les minutes d'après, ils vont demander les autres secours de l'Église. Donc je dirais que oui, on recommence à se marier, on recommence à s'engager, pas toujours pour les bonnes raisons, mais c'est peut-être pas ça ce qui compte pour l'instant. Ce qui compte, c'est pas les raisons pour lesquelles on vient, c'est les raisons pour lesquelles on reste. Parce que je peux vous dire un truc, moi souvent je parle de ma vie dans cette émission, parfois on dit que cette émission pourrait s'appeler La vie de Marie-Ange de Montesquieu. Pardon auditeur chouchou, mais c'est comme ça, voilà. Mais non, je le fais pas toujours, je vous rassure. Mais c'est vrai que dans mon cercle, par exemple, on va dire plutôt parisien, enfin voilà, et à mon avis c'est comme ça dans toutes les grandes villes, voilà, tout ce qui est urbain, les grandes villes de France, on n'aime pas trop s'engager, on sait qu'on a beaucoup de choix. Vous opinez du chef, vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, Christelle? On est d'accord que c'est une tendance. Certes, il y a une tendance, il y a une hausse, tant mieux, du mariage. En revanche, il y a quand même une peur de l'engagement. On est bien d'accord qu'on est dans notre sujet là. Enfin, que je ne suis pas complètement tombée à côté de la plaque en vous invitant pour participer à cette émission, Christelle et Florence. Christelle, on est d'accord? Oui, il y a une peur de l'engagement. Je suis d'accord, il y a vraiment une peur de l'engagement et pour ma part, je reçois à peu près 2-3 couples sur 10 qui viennent avec cette problématique-là. 2 couples, ça veut dire qu'ils hésitent. Pourquoi ils sont dans le couple? Ils viennent vous voir. Ça dépend des couples déjà. Ça dépend des gens. Moi, j'aime bien ne pas cataloguer, ne pas catégoriser quand même les gens, mais ce que j'ai pu, ce dont j'ai pu être témoin, c'était donc de l'interrogation de jeunes couples qui se rendent compte de l'importance de l'engagement, d'un éventuel engagement, et qui sont pour autant déjà ensemble, qui sont déjà même installés, qui ont parfois même pris un prêt immobilier ensemble, mais qui, au moment qui ressentent à la fois le besoin de donner un aspect définitif, un aspect sur le long terme. L'engagement, c'est un peu ça aussi, hein, c'est appartenir à l'autre. C'est ça qui peut faire peur, justement. C'est ça qui peut faire peur, justement. C'est ça qui donne le vertige. C'est la prison, quoi. Oui. Hein, c'est le piège de la prison. Vous avez quoi à répondre à ça? Alors, moi, quand vous disiez à Paris, il y a du choix. Oui, c'est vrai. Choix, mais c'est très difficile parce que les gens qui viennent me voir me disent mais comment on fait pour rencontrer des gens nouveaux quand on est dans une démarche de vouloir faire une rencontre amoureuse? Parce que dans son environnement professionnel, on touche pas, voilà. Et dans son environnement personnel, amical, c'est toujours la même bande de copains, c'est toujours les mêmes amis. Donc où est-ce qu'on va? S'installer à une terrasse de café, on boit un verre, hop, vous là-bas, vous me plaisez? Non, c'est pas évident. Donc, et comme les gens ne s'invitent plus avec le Covid, depuis le Covid, moi je m'étais dit, oh là là, les gens, à part le Covid, ils vont plus pouvoir se rencontrer. Dès qu'on se parle, on se rend malade. Enfin, je me suis dit, c'est fini les rencontres humaines. Pas du tout. Ça s'est développé de manière incroyable parce que les gens ont souffert d'être enfermés. Ils ont pris conscience que de vivre seul, c'était quand même très dur et que la complicité, l'amour de vivre à deux, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, voilà, on a besoin de rencontrer des gens nouveaux dans son cercle, c'est compliqué. Et puis, on a pris conscience que quand même, la vie, c'est à deux. Alors, quand les gens ne s'invitent plus, ils se sont plus invités. Les gens maintenant ne rendent pas les invitations. Ils veulent se reposer sur quelqu'un qui va prendre les choses en main. Alors leurs amis font un petit dîner, mais bon, il y a une personne à présenter et pas grand monde. Et moi, j'ai remarqué que les gens, quand ils se donnent la peine de faire une démarche, par exemple, pour venir chez moi, c'est pas évident. Parce que la première fois, vous connaissez personne, vous dites, il va y avoir 30 personnes, je connais personne.
Comment je vais faire? Je vais être intimidée. Alors moi, j'accueille les gens. Marie-Ange, bonsoir. Christophe, Caroline, Pierre-Paul, Jacques. Voilà, je présente les gens. J'essaie de mettre à l'aise et je crée une ambiance. C'est vous à chaque fois qui c'est moi qui présente. Présentez. C'est moi qui présente tous les gens, comme si on venait à un dîner chez moi, mais je réserve dans des restaurants et je sais qui est qui parce que je fais des entretiens au téléphone avec les personnes. Pourquoi vous voulez venir dans mon réseau? Qu'est-ce que vous attendez? Vous cherchez quoi? J'essaie de faire une petite étude de ce que veut la personne. À ce moment-là, quand les gens viennent à mes dîners, je sais qui est qui. Je présente comme une amie dans un contexte amical, tranquille, et les gens sont détendus. Donc tous les gens qui sont là sont un peu là pour la même chose. Et de cette manière-là, c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils ne vont pas à des dîners. Et alors là, oui, il y a du choix, comme vous disiez. Quand vous avez trop de personnes, il y a du monde et il peut se passer des choses. De ce côté-là, oui. Mais les gens sont très en demande quand même. Malgré, c'est vrai, la prolifération des applis X, Y et Z. Oui, alors ils en reviennent. Il y en a beaucoup qui en reviennent parce que on ne sait pas qui on a derrière. Alors, j'ai rigolé il y a encore 2 jours, une amie qui me disait « Tu comprends, j'avais rendez-vous, les gens, ils osent mettre des photos 10 ans plus jeunes. » Oui. 2 ans, pourquoi pas, mais 10 ans, là, ils sont gonflés. Parce qu'il y en a, ils ne se reconnaissent même pas. Elle était dans le café, elle attendait, et elle a vu que c'était le type, parce qu'elle a compris. Et il lui a dit, c'est vous, Caroline? Non, non, c'est pas moi, vous vous trompez. Donc, vous voyez, non, mais c'est compliqué. C'est extrêmement gênant, en plus. Il y a peut-être une raison à ça, parce que derrière la question de l'engagement, il y a la peur de l'engagement, il y a aussi la peur d'échouer. C'est-à-dire que nous ne voulons pas nous tromper, parce qu'on se dit on n'a qu'une seule chance, on ne veut pas la Peut-être nos parents se sont trompés aussi, peut-être on n'a pas vu de bons exemples autour de nous, etc. Disons que dans la foi chrétienne, ou en tout cas d'un point de vue sacramentel, il y a une question de regard. Je m'explique. C'est-à-dire que la doctrine de l'Église, ou en tout cas sa liturgie, nous invite, lorsqu'il faut regarder le monde, d'aller regarder du point de vue de Dieu d'abord. C'est-à-dire qu'on regarde Dieu et à travers Dieu, on regarde le monde, et pas de regarder le monde à partir de nous. Et pour cause. Si nous regardons le monde à partir de nous-mêmes, ce que nous allons avoir tout de suite sous nos yeux, c'est des échecs, c'est les blessures, et il y en a, c'est nos vies tordues, et elles peuvent l'être de manière assez profonde. C'est toutes ces choses qui, au demeurant, vont nous décourager en nous disant, si même des gens que nous portons en grande estime n'y sont pas arrivés, on n'y arrivera pas nous-mêmes. Sauf que si on déplace un tout petit peu le regard, ça veut dire qu'on regarde les choses du point de vue de Dieu d'abord, alors là, ça change un peu les choses. Jean Mercier, permettez-moi de le citer, celui qui est l'auteur de Monsieur le curé fait sa crise, dans un bel livre. Jean Mercier. Dans un bel livre qu'il écrit sur le célibat des prêtres d'ailleurs, c'est sa conclusion, le dernier paragraphe qui est très très beau. Et il dit ce qui est en jeu derrière le célibat sacerdotal ou encore derrière le mariage, en gros derrière l'engagement, c'est la peur d'échouer. Sauf que derrière cette peur d'échouer, pour nous chrétiens, se pose la question de la grâce. Et la grâce, vous le savez, elle ne se stocke pas dans le frigo, elle ne se stocke pas dans les bosses comme peuvent le faire les camélidés avec leur nourriture. C'est quelque chose qui s'accueille tous les jours. Et si elle s'accueille tous les jours, elle va demander des dispositions pour pouvoir l'accueillir. Et ça relève d'un combat. Un combat qu'on appelle le combat spirituel, le combat de la vie de tous les jours. Et c'est ça, ce changement de perspective. En se disant que derrière l'engagement, ce n'est pas d'abord moi qui vais prendre une option. Je vais entrer dans un processus plus grand que moi. Je vais entrer dans un horizon plus grand que moi. Et c'est cet horizon-là qui va me porter. Et de ce point de vue-là, on est un peu détaché de quelque chose, de cette peur d'échouer qui nous habite toujours, pour entrer plus librement, comme vous le faites certainement dans vos soirées. Parce que si les gens sont détendus, c'est parce qu'à un moment, quelque chose des grands enjeux existentiels ne pèse plus sur la tête. Ils peuvent entrer librement, gratuitement, parce qu'ils voient cette soirée non plus de leur perspective à eux, mais de la vôtre. Et dans la foi chrétienne, vous devenez Dieu pour dire ça de cette manière. Oui, alors ils ont quand même le petit stress intérieur, parce que c'est vrai, quand vous disiez, c'est très juste, la peur d'échouer. Tous ceux qui viennent me voir, hommes ou femmes, ont déjà eu une vie, ont déjà eu des histoires d'amour. Donc, peur de l'échec, effectivement, peur de reproduire quelque chose. Il y en a qui vont reproduire systématiquement, et puis il y en a d'autres qui vont y aller doucement. Mais cette peur de l'échec les fait devenir trop exigeants. Trop difficile, surtout les femmes, beaucoup plus compliqué que les hommes. Les hommes, ils vont y aller à tâtons, ils vont rencontrer, ils veulent prendre du temps pour découvrir un petit peu les femmes. Alors que les femmes, c'est oh là là, non, alors est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, non, ça me plaît pas. Donc déjà, dès le départ, elles font une analyse trop étroite de la personne qu'elles ont en face. Elles ne se donnent pas la chance d'essayer de découvrir l'autre. Vous voyez, il faut... Parce qu'il y a cette peur, en fait, qui est très présente. Peut-être plus chez les femmes, d'ailleurs. On verra peut-être juste après cette première trêve musicale, quelles sont les différences. Si vous constatez également des différences, et pourquoi les différences de peur, les différentes peurs chez les hommes et chez les femmes, elles ne se situent pas au même niveau.
les peurs, Christelle Alors oui, effectivement. En fait, tout dépend de si la peur, si le couple qui arrive vient avec une peur qui est portée principalement par l'un, c'est un peu ce que vous veniez de dire. Je ne sais pas si c'est plus les femmes que les hommes. J'ai pas remarqué ça, en tout cas moi, mais je sais que la peur peut être vraiment portée plus par l'un que par l'autre. Il y aura spontanément un qui va être confiant, optimiste, etc. Et l'autre qui va être plus scrupuleux, qui va être tourné vers ses propres blessures anciennes, éventuellement. Et donc, voilà, j'ai reçu une fois un couple où tous les deux avaient peur. Et ils sont venus parce que, étant, comme on dit, en couple, ce qui ne veut pas dire qu'ils se sont engagés, hein, c'est-à-dire ils sont juste en couple. C'est l'expression qu'on emploie beaucoup, mais être en couple, c'est pas être marié, c'est pas être pacsé, c'est pas être fiancé. Donc ça veut dire quelque chose. Ils sont en couple, donc ils sont engagés, ils vivent dans le même logement, ils partagent une intimité, etc. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à savoir si il faut qu'ils s'arrêtent ou s'il faut qu'ils continuent. Et donc ils viennent en recherche de repères. Très intéressant ce point-là. Nous nous posons en compagnie de mes 3 invités du jour. Florence Klein qui organise les dîners de Florence, des dîners qui ont l'air comme ça très spontanés. Vous y venez comme vous êtes, sans forcément avoir des idées préconçues ou alors des objectifs d'attaque amoureuse, si je puis dire. En tout cas, vous organisez ces dîners depuis quelques mois maintenant et ça cartonne. 21 ans. Non, c'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle que depuis 1 an, alors? Je ne sais pas. C'est bizarre, on en a parce que parlé. ça explose. Non, depuis 1 an, il se passe plus de choses depuis le Covid, c'est vrai. Mais ça fait 21 ans. 21 ans? Oui, j'ai dû organiser plus de 700 dîners non-stop. Vous n'avez pas passé la main, bravo. Vous n'êtes pas, en tout cas, vous n'avez pas demandé mais non, parce un petit peu à d'autres personnes de vous aider? Non, c'est un challenge à chaque fois, parce qu'il y a des gens qui viennent, j'ai envie de les satisfaire, j'ai envie de les aider. Là, il n'y a pas longtemps, il y a un homme, un quadra, qui a perdu sa femme il y a quelques années. Il est venu dans un but de se remettre dans une vie amicale, etc. Sociale voilà. Et il n'y a pas longtemps, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Florence, il faut que je te le dise. Tu m'as aidé à sortir de l'obscurité du deuil et tu m'as redonné goût à la vie. » Il n'a pas rencontré une femme, mais il a retrouvé une gaieté. Et c'est parce que c'est une communauté. Il y a des gens nouveaux tout le temps et puis il y a des gens qui reviennent. Vous voyez, on voit des têtes nouvelles, on voit des têtes qu'on connaît déjà. Et en fait, ça vous donne une énergie. Vous voyez que d'autres sont dans la même démarche de sortir, de bouger. Après, s'il se passe des choses amoureuses... dans la quête amoureuse de prime abord. Il y en a quoi. qui sont dans cette quête amoureuse, mais je ne veux pas briser les rêves, mais je calme un peu les ardeurs en disant... on ne sait jamais, vous voyez, ça peut se présenter. Quelqu'un qui a perdu sa femme 2 ans auparavant, je ne vais pas lui dire « je vais vous trouver quelqu'un tout de suite », ce serait déplacé, ce n'est pas possible. Mais en revanche, je lui explique « oui, c'est un peu comme une thérapie ». J'ai une femme aussi, une veuve cinquantenaire, qui est venue pendant plusieurs mois, qui après m'a dit « Florence, je ne vais plus revenir à tes dîners. Je te remercie infiniment. J'ai rencontré quelqu'un, pas à tes dîners, mais ailleurs. Et je pense que le fait d'être passée par tes dîners, ça m'a aidée à me remettre dans un système, parce qu'avant elle était dans une culpabilité, dans une peur, elle ne savait pas trop comment avancer, et elle m'a dit je pense que je ne l'aurais pas vu si je n'étais pas passée par tes dîners. Ça a été un peu une thérapie. Donc chacun trouve un peu, chacun son histoire, sa démarche. Moi, quand on m'explique, j'aide, je fais un petit accompagnement quelque part, vous voyez, parce que je suis un peu l'amie au dîner, je participe au dîner, je suis là du début jusqu'à la fin. Donc comme je connais la vie des uns et des autres, il y a des gens que je connais mieux, parce qu'ils viennent plus souvent, il y en a que je connais pas bien, qui vont faire un passage éclair. Donc c'est important d'avoir ce côté... comme vous, Père Ange, vous avez un rapport direct avec ceux qui viennent vous voir, vous les connaissez, vous pouvez, et vous aussi, vous voyez, Christelle, vous pouvez les conseiller, leur donner des petites idées, et les peu aider. À l'ancienne, voilà, quoi. Exactement, parce que vous avez une notion, 21 ans sur le terrain, je peux écrire un bouquin. Dommage, d'ailleurs, vous devriez. Hein. Oui, c'est prévu, Bravo, Florence. Les grandes révélations. Et les mariages, on va en parler aussi. Certainement, vous avez des tableaux. Oui, hier soir, j'ai rencontré un couple qui s'est marié il y a 12 ans et qui ont eu 2 petites filles. Je les ai revus pour la première fois hier soir à un anniversaire d'amis, donc ça m'a émue. Bravo, Florence. Vous êtes témoin de je sais pas combien de dizaines, de centaines de mariages, de billets de mariage. Christelle, Père Ange et Florence, j'aimerais qu'on définisse ensemble, vous allez le faire, puisque vous êtes des experts en la matière, n'est-ce pas, Père Ange? C'est quoi s'engager? Alors d'abord, hors foi chrétienne, et ensuite, peut-être... disons que quand on parle de l'engagement de prime abord, on va se dire, c'est une sorte d'acte de la volonté, je prends une direction, je m'y accroche
jusqu'au bout. Je donne une parole et je ne la reprends pas, grosso modo. Vous dites ça de cette manière. Sauf que dans la foi chrétienne, l'engagement, ce n'est pas tout à fait ça. Pourquoi ? Parce que nous ne croyons pas à ce paradis qu'il faut conquérir à la force du poignet, on se casse les mains avant. L'engagement, c'est prendre le risque d'accepter que quelqu'un d'autre mette ma vie en mouvement et consentir à ça jusqu'au bout. Par exemple, moi, je dis souvent, quand on m'invite à parler un tout petit peu de ma vocation, entre guillemets, moi, je n'ai pas donné ma vie. On dit, oui, les prêtres, ils ont donné la vie à Dieu. C'est vrai qu'on le dit tout le temps. Oh, moi, je n'ai pas donné ma vie à Dieu. Pourquoi vous avez donné quoi alors ? Pas du tout. Dieu a donné ma vie à l'Église. Dieu a donné ma vie au monde et j'ai consenti à ça. Waouh. C'est pas la même chose. Parce que si c'est moi qui donne ma vie, j'ai le droit de dire un jour, écoutez, ça m'intéresse plus, je m'en vais, je claque la porte. Si c'est moi qui donne ma vie, le jour où je suis de mauvaise humeur, où j'ai des problèmes, où le poids de mes péchés m'écrase, je m'arrête. Mais parce que quelqu'un d'autre a mis ma vie en mouvement, alors je suis garanti que ce mouvement continuera. Vous avez confiance en quelque sorte. Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'a jamais menti à personne. Et puisque c'est lui qui met ma vie en mouvement, puisque c'est lui qui la donne et que je consens à ce don, ça veut dire que cet engagement-là peut réussir. Cet engagement-là a un avenir, puisque c'est quelqu'un d'autre qui le met en route. Quand un parent inscrit son enfant à l'école, l'enfant va à l'école parce qu'il a confiance dans le choix de ses parents. Et parce que c'est les parents qui ont mis, entre guillemets, ce mouvement-là en route, l'enfant va réussir ses études à cause de ça. Et dans la foi chrétienne, en tout cas, c'est comme ça qu'on comprend l'engagement. Prendre le risque de laisser un autre mettre sa vie en mouvement et d'y consentir. Et dans le mariage, pour terminer, ce n'est pas autre chose que cela. Parce que vous remarquerez, par exemple, que la fiancée, elle est en blanc le jour de son mariage parce qu'elle représente toute l'Église qui épouse le Christ. Elle représente l'humanité qui fait alliance avec Dieu. Et le fiancé est signe de ce Christ qui épouse l'Église. Il est signe de ce Dieu qui fait alliance avec l'humanité, comme pour dire que leur mariage entre dans un autre mariage. Leur amour entre dans un autre amour. Leur engagement entre dans un autre engagement qui va réussir. C'est pour ça que le mariage est indissoluble. Et je le dis souvent aux fiancés, comme pour leur dire, allez, on va diminuer un peu la pression, tout va bien, parce que Dieu vous aime et qu'il s'est engagé avec vous, puisqu'il fait la route avec vous, et puisque c'est lui qui donne votre vie l'un à l'autre, vous allez réussir. Sauf qu'il y a beaucoup de questions qui se posent avec ça. C'est vrai que ça fait partie de notre sujet, puisque peut faire partie des peurs aussi à l'idée de s'engager. Et si jamais elle ou il devient, je sais pas quoi, pas fou, mais s'il change et qu'il devient bizarre, qu'il devient tyrannique, qu'elle devient tyrannique, etc., c'est quand même le pari le plus risqué de la vie personnelle, de la vie intime, de la vie humaine. Le mariage, Père Ange, vous êtes d'accord avec moi ? Je suis d'accord. Et je précise une chose qui est importante. Je disais que Dieu donne et nous devons y consentir. Et pour reprendre Jean Mercier, ce consentement, c'est la fête de tous les jours. Et c'est un vrai combat. Pourquoi ? Parce que ce consentement, il ne se fait pas en dehors de notre histoire, il ne se fait pas en dehors de nos peurs, il ne se fait pas en dehors de nos difficultés. J'aime bien le récit de la tempête apaisée dans les évangiles, où il y a la tempête, Jésus dort, les disciples ont peur, ils vont réveiller Jésus en disant « on va crever, pardon pour la grossièreté, fais quelque chose ». Bon, Jésus se lève, il gronde de la tempête, tout se calme. Sauf que quand on lit bien, les disciples ont plus peur de Jésus que de la tempête, après. Donc le problème de fond n'est pas résolu. Et quand on lit attentivement cet épisode, on se rend compte que ce qui est en jeu, ce n'est pas le fait que Jésus calme la tempête, parce qu'il peut ne pas la calmer. Et bien souvent, il ne la calme pas. C'est le fait qu'il soit là. Et parce qu'il est là, il garantit à la traversée d'aller jusqu'au bout, même s'il y a les tempêtes. Et dans un mariage, il ne faut pas être naïf. La vie à deux, c'est dur. Ouais. La vie, c'est compliqué. Et il faut entrer là-dedans en ayant ça en tête. Si vous voulez aller courir, vous allez transpirer. Il faut être à l'aise avec cette affaire-là. Et le rôle de l'Église, le rôle de l'accompagnement avant, pendant, après, c'est de leur donner les moyens de consentir jusqu'au bout. Oui, faut-il effectivement bien travailler en amont aussi. Ça, aujourd'hui, je sais que même dans l'Église, c'est assez appuyé aujourd'hui. On insiste là-dessus plus qu'avant. À la prépa au mariage, avec moi, c'est 1 an. Ça rigole plus, hein. Si vous n'avez pas 1 an à mettre là-dedans, venez pas. Enfin, pardon, je suis désolé. C'est trop dur sinon. C'est vrai vous allez vous engager pour toute une vie. Ça mérite quand même énorme quand on y pense, Christelle. Oui, alors j'aime beaucoup l'idée du Père Ange de cette mise en mouvement. Il y a un dynamisme, il y a un aspect je franchis quelque chose, et ça rejoint ce que nous, au Clair, on pratique, on met en œuvre avec les jeunes quand on intervient auprès d'eux. On a notamment un outil qui s'appelle le périphérique et qui, alors les jeunes aiment bien parce qu'on fait un dessin, etc. Donc on raconte l'histoire du couple qui d'abord se rencontre, hein, c'est la phase de l'approche, qui ensuite vit une période de téléphérique, c'est-à-dire d'idéalisation. Alors là, c'est l'euphorie. Ils tournent même le dos à la pente tellement ils sont confiants dans le fait que voilà, c'est génial, ils n'ont plus qu'à se laisser porter, ils arrivent tout en haut. Et puis là, en haut,
tout d'un coup, il commence à y avoir la désillusion, la phase de désillusion où en fait, on voit le couple qui... Alors, il y a des pétards, il y a des bombes, il y a tout ça, et il dégringole. Il dégringole, c'est la phase de désidéalisation. Tout le monde passe par là, on est d'accord. Tout le monde passe par là. Et ensuite, donc là, c'est intéressant, c'est très amusant de faire ça avec les jeunes, parce qu'on leur dit, ou bien le couple s'installe, alors on voit 2 fauteuils bien confortables avec le couple qui s'installe là dans un parking, et donc c'est très statique. Ça rejoint ce que vous disiez, c'est très statique. Voilà, donc c'est quand même... En général, les jeunes disent, ils n'ont pas l'air de vraiment... Ils ont l'air de s'ennuyer. Ou bien, il y en a certains qui retournent au départ du téléphérique avec une autre personne et qui recommencent. Ah, voilà. Wow. Et alors, il y a une jeune... Il n'y en a pas qui repartent avec la même? Alors, justement. Et donc, il y a une fois une jeune comme ça, 2 secondes, qui prenait à partie ses camarades et qui disait, il y en a qui font ça toute leur vie, c'est-à-dire monter le téléphérique, descendre et recommencer avec quelqu'un d'autre. Alors évidemment, comme ils ont tous vraiment à cœur de vivre une belle histoire d'amour qui dure très longtemps, alors parfois très longtemps c'est 3 mois, mais la plupart du temps, très longtemps, c'est vraiment toute la vie. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai entendu en seconde première, c'est vraiment toute la vie. Et donc comment on fait? Donc là, il y a l'option 3. Et l'option 3, c'est de franchir un petit pont étroit à 2. Et ensuite, de commencer une ascension en haut d'un sommet très, très haut, très, très beau, évidemment, puisqu'en haut, la vue va être très belle, mais escarpé. C'est pas facile de monter. C'est compliqué. Et on voit le couple qui s'enlace et qui se tient comme ça. Et ce que les jeunes finissent par remarquer, c'est que le pont qui est resté en bas, il explose. C'est-à-dire qu'il est détruit. Ce qui veut dire que ce pont qu'ils franchissent, en fait, ils ne vont pas pouvoir le franchir dans l'autre sens. Il y a un aller, mais il n'y aura pas de retour. Donc ça montre bien, moi je trouve que cette image du pont qu'on franchit une fois à 2 pour ensuite aller vers un paysage qu'on ne connaît pas forcément d'avance, elle montre pour moi l'engagement. Elle parle beaucoup aux jeunes en tout cas. Et alors il y en a qui disent quand même, on ne peut pas revenir en arrière, ça va être compliqué. Voilà, d'où la peur. Et alors on travaille ensemble pour savoir qu'est-ce qui pourrait faire que vous regretteriez, qu'est-ce qui ferait que... Alors, il y en a qui disent, si ensuite le paysage est plus beau, ça peut valoir le coup quand même de prendre le risque. Voilà, il y a la notion de risque aussi. Voilà. Énormément aujourd'hui, où on trouve tout contrôlé, à bout de clic, etc. Absolument. On prend des assurances partout. Voilà. Et là, il n'y a pas d'assurance. Il faudrait presque là suggérer la liturgie des heures, parce que quand nous entrons dans le temps du carême, qui est un temps plutôt austère, le premier office du jour a une antienne qui l'introduit et il est écrit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu ». Un peu pour faire le lien avec ce qui se passe entre Pierre et Jésus qui marche sur l'eau. Tant que Pierre regarde Jésus, il ne coule pas. Et quand il se met à regarder à gauche, à droite, il a peur, etc. Et pour ces couples-là, tant qu'ils le regardent devant, j'ai envie de vous dire que ça va. S'ils se mettent à regarder derrière, ils vont couler. Moi, c'est ce que je pensais en vous écoutant. Alors, je suis un peu tordue parfois de là-haut. Les auditeurs le disent parfois, pardon. Mais en revanche, moi, je pensais que c'était l'image de... Il fallait surtout pas regarder les fameux... Love Months, quoi. Enfin, Love Months. Le temps où, effectivement, on s'aimait, l'amour, tout feu, tout flamme, etc. Vous voyez, il ne fallait pas regarder ça pour ne pas regretter. Dire, ah non, ça n'arrivera pas 2 fois, la période d'idéalisation, quoi. Je pensais que c'était ça que vous vouliez dire, qu'il ne faut surtout pas regarder ça, sinon ça va te faire, tu vas regretter. En général, la plupart des couples se rappellent avec émerveillement de la période d'approche, la période de très, très romantique. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que ça revient. Pour les couples qui durent. Ah, voilà. Et bien ensuite... Ils repartent. Oui. Voilà. C'est tellement... voilà. Mais le temps passe trop vite, là. Pour le coup, c'est plus vite que les fameux 3 mois. Les fameux l'amour dure 3 mois. Avant de l'amour dure 3 ans. Écoutez, on va se séparer en compagnie, cette fois, de Billy Joel, si vous le permettez, avec Honesty. Et on se retrouve juste après avec... Enfin, on a vu ça tout à l'heure. On a entendu ces belles paroles, effectivement, qui ont ému le Père Ange, n'est-ce pas? Qui n'ont pas échappé, en tout cas, aux oreilles du Père Ange Ngamo. Florence Klein est avec nous, elle qui organise les dîners de Florence. Alors, dans un but plus ou moins affiché de organiser justement des rencontres entre des personnes qui peut-être finiront leur vie ensemble. Christelle Tard, conseillère conjugale et familiale au sein de l'association
Claire Amour et Famille et Père Angèle Gameau, qui est vicaire à Notre-Dame de Vincennes, qui accompagne aussi des couples au mariage, tout simplement. C'est aussi pour ça que vous êtes là, le Père Ange. Florence Klein, vous n'avez pas donné votre définition, effectivement. S'engager, ça vous parle ou pas? Ce terme a changé depuis que vous avez organisé, il y a 20 ans, ces dîners de Florence, rappelons-le. Est-ce que l'engagement, le mot engagement et le sens qu'on met derrière cet engagement amoureux a changé pour vous, en fonction de vos les témoignages qui vous sont... Je dirais qu'ils sont... Je ne vois pas de changement, moi, de ce côté-là. Parce que ceux qui viennent me voir, ils veulent s'engager quelque part. Ils ne veulent pas vraiment le reconnaître, mais ils veulent tous s'engager. Et c'était la même chose il y a 20 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui. Ils sont tous dans cette demande. Le mot « toute la vie » apparaît encore ou pas? Parce que c'est ça qui m'intrigue. Alors, j'ai pas l'impression, moi. Alors, comme j'ai beaucoup de gens au-dessus de 40, 45, 50, c'est vrai que pour eux, c'est pour très longtemps. D'accord. Voilà. Ceux qui sont un peu plus jeunes, j'ai des trentenaires ou des quadras, ils ne me parlent pas d'histoire de temps. Mais ceux qui sont... j'ai encore eu un message il y a 2 jours de quelqu'un qui dit « J'aimerais bien rencontrer quelqu'un pour finalement passer il n'est pas sur un lit de mort, hein, mais passer la dernière partie de ma vie en complicité avec quelqu'un. » Donc je sens que les gens sont dans une recherche quand même vraiment durable, pas... ça y est, les gens ont eu leur vie, des expériences dans tous les sens, aller d'une femme à l'autre ou d'un homme à l'autre, c'est plus leur truc, quoi. Donc ils se disent, bon, maintenant, j'ai plus d'enfants petits, j'ai envie de passer des moments agréables avec quelqu'un, de partager, et c'est pas partager pour changer à chaque fois et recommencer à zéro. C'est fatigant, hein, de recommencer une histoire à zéro, de redécouvrir la personne, d'attendre, cette attente de l'un de l'autre, est-ce qu'il va m'appeler, est-ce qu'il va pas m'appeler, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer, enfin toutes ces problématiques, ils en ont marre. Donc si on peut trouver quelqu'un avec qui ça va aller tranquille, et c'est vrai qu'il y a une petite sagesse avec l'âge aussi, où on sait ce qu'on ne veut plus, alors voilà, donc on se dit bon, on peut avancer un peu mieux de ce côté-là, en fait. Alors, il y a une phrase, alors je suis désolée, Père Ange, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, je vais pousser dans vos retranchements les uns les autres, mais il y a quand même cette phrase, je suis sûre que vous l'entendez, Florence. Ah non, mais moi, Florence, je veux plus être embêtée, je veux plus m'embêter avec quelqu'un. Ah, c'est bon, j'ai souffert, c'est bon, j'ai connu les échecs, les couples foireux, entre guillemets. Je veux plus m'embêter avec quelqu'un qui me prenne la tête. Ça, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on voit sur les réseaux, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Comment on peut leur faire encore croire que l'amour existe, que le mariage est bien pour elles, etc. Père Ange, vous avez 15 secondes. Non, je rigole. Disons simplement que quand on s'engage avec une personne ou quand on s'engage tout court, on n'est ni le psy, ni le père, ni le prof. Enfin, s'engager avec quelqu'un, c'est pas prendre en charge cette personne. Je pense que il faut aussi être adulte dans une relation jusqu'au bout. Et s'engager avec une personne, c'est prendre le risque de laisser toute son histoire faire la route avec toute l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce qui peut poser difficulté dans une relation, c'est qu'il y en a un qui va se mettre dans la posture du sauveur, du bienfaiteur, du prof, de je ne sais pas très bien quoi. Et c'est ça qui est fatigant, parce qu'on ne vit plus. On vit par procuration. Et une sagesse qui arrive avec l'âge, c'est qu'on entre dans une forme de gratuité de la relation. On se rend compte que je n'ai plus besoin d'être Superman pour lui plaire, pour dire ça de cette manière. J'ai juste besoin d'être moi. Et si j'ai besoin d'être moi, si elle m'aime, elle va m'aimer avec les chaussettes que je laisse traîner, avec mes manies, etc., etc. Et on est plus libre, en fait. Pourquoi? Parce qu'on n'entre plus gratuitement dans la relation et il y a quelque chose d'un horizon qui se dessine autrement. Alors, tout ce qu'on essaye de faire en Église, par exemple, c'est d'aider les plus jeunes à comprendre ça tôt. Ouais. Parce que bon, si on le comprend à 50 ans, c'est très bien. Si on peut l'avoir compris un peu plus tôt, je pense qu'on gagne un peu de temps. Vous dites ça de cette manière. Et surtout quand on a eu des parents, séparés, divorcés, remariés, redivorcés. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que ça donne pas forcément envie aux enfants. On peut les comprendre de se marier en se disant, je vais reproduire potentiellement. Je sais pas, parce que si je prends l'exemple de mes parents, j'en ai souvent parlé. Pour être allé passer un peu de temps cet été avec eux au Cameroun, j'ai été émerveillé par une chose, c'est qu'ils ne cachent pas leur humanité. Hein. À mon père et ma mère qui sont aussi amoureux qu'au premier jour, je peux le dire. Tant pis pour eux s'ils ne veulent pas que je le dise à la radio. Mais je vois bien que ce qui marche peut-être dans leur relation, c'est que personne ne fait semblant d'être un autre en présence de l'autre. Moi, je pense que ça aide. Et je crois qu'une autre chose qui peut aider aussi, c'est d'assumer son histoire et d'être réconcilié avec elle. Mon père n'est pas le prof de ma mère, ni l'inverse, pour dire ça de cette manière. Et ça va faire 44 ans qu'ils sont mariés. J'ai envie de vous dire que... Wow, presque les noces d'or, 50 ans. J'attends ça avec impatience. Et donc, quelle sagesse alors il faut pour durer. Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre du recul en permanence, enfin le plus possible pour ne pas être agacé au point de se séparer. Agacé, le mot est parfois faible. Hein. Alors je fais exprès, mais c'est vrai que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Bien sûr.
prendre le risque de laisser notre vie être mise en mouvement par quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire ça. On a la garantie que ça va marcher, pour dire D'accord. ça de cette manière. Et consentir à cette affaire-là, pour parler comme Saint Paul, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, dit l'apôtre. Et l'idée qu'il y a derrière, la sagesse qu'il y a derrière, c'est de dire que mon histoire, mon humanité, mon caractère, c'est quelque chose avec lequel je dois apprendre à composer. C'est un apprentissage, c'est un itinéraire. C'est comme un covoiturage entre Paris et Marseille. Il faut savoir ralentir, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir faire des pauses, pause toilette, pause déjeuner, etc. Il faut savoir changer de conducteur. En gros, la vie à deux, c'est du sport et un sport d'équipe. Et si on n'entre pas dans cette dynamique, il y a des chances qu'on se retrouve dans ce fauteuil dans lequel on va s'ennuyer et c'est tant pis. Oui, un sport d'équipe et de partage. Parce que moi, ce que je vois, l'autre jour, j'ai entendu un homme qui me disait au téléphone, et je ne l'entends pas souvent, cette phrase, j'ai trouvé ça formidable. Il est veuf, une 60aine d'années. Il n'y a pas que des veufs à mes dîners, mais bon, il y a des gens veufs, voilà. Et il me dit, je pense que je peux donner beaucoup d'amour et beaucoup de choses. Je peux apporter beaucoup à une femme. Donc, il est prêt à donner. Et moi, j'entends aussi beaucoup de femmes qui ne pensent qu'à elles, entre guillemets. Elles veulent rencontrer quelqu'un, mais elles veulent comment on va dire, se laisser porter. Et elles ne se remettent pas en question, qu'est-ce que je peux apporter, moi? Et en fait, chacun doit apporter quelque chose. Oui. Et alors, je fais un peu la morale, vous voyez, je suis un peu la psy, la conseillère. Quand je sais des choses comme ça, oui, je les mets en face de leur truc. Je dis, mais toi, qu'est-ce que tu peux apporter? C'est bien, tu as envie de rencontrer quelqu'un, mais il faut que tu apportes aussi quelque chose. Ouais. Et quand j'ai entendu cet homme-là, je me dis, il y a quand même il n'est pas le seul, mais quand même des gens qui sont prêts et qui le disent. Je peux apporter beaucoup à une femme, je suis prêt, j'ai envie d'eux. C'est leur moteur. Ils ne sont pas là à penser qu'à eux, vous voyez. C'est un partage, ça c'est très important. Ouais, parce que parfois on se dit, moi je ne sais pas ce que je veux, je sais ce que je veux, je ne sais pas ce que je veux. Voilà. Oui, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Voilà, oui. Et ça n'aide peut-être pas. Enfin, Christelle, c'est une phrase que vous entendez même, je suis sûre. Alors peut-être pas avec les jeunes, mais une fois avec la casquette de conseillère conjugale, pour le coup. J'en ai assez. Voilà. J'en ai trop enduré. Oui, effectivement. Sachant que c'est tellement humain ce qui est vécu, c'est-à-dire que c'est connu que les relations, tout ce qui est de l'ordre du relationnel, c'est ce qui est donc évidemment aussi très émotionnel, c'est extrêmement fatigant. Il y a des impacts sur la santé physique des gens qui sont en conflit dans leur couple. C'est vraiment, il y a eu des études qui ont été faites, je ne les ai pas là, mais c'est sûr que être malheureux dans son couple, dans sa vie conjugale, ça impacte vraiment toute la personne. J'ai perdu le fil, du coup. Rien. Pérange, vous buvez les paroles de Christelle. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on sait qu'on a beaucoup de choix et qu'en même temps... Je pense qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir beaucoup de choix, l'impression d'avoir beaucoup de choix avec les applis de rencontre, on s'est parlé, et puis en même temps... on sait très bien ce qu'on veut pas. Vous voyez, c'est compliqué. Je pense que la question du choix, c'est une douce illusion. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas mettre dans votre vie toutes les femmes de la Terre quand vous êtes un monsieur, par exemple. Et l'inverse aussi est vrai. Même si certains essaient, mais on voit bien que personne n'y arrive vraiment. Peut-être parce que, pour parler comme saint Augustin, nous ne trouvons vraiment la quiétude que quand nous reposons en Dieu. Seigneur, mon âme cherche la paix, elle ne la trouve vraiment que quand elle est en toi. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que nous voulons tous avoir une vie qui a du sens. Nous voulons tous avoir une vie qui a de la valeur. Nous voulons tous avoir une vie qui vaut quelque chose. En gros, nous voulons tous réussir. Et parfois, pour citer Nelson Mandela, c'est parfois notre lumière qui nous effraie plus que nos ténèbres. Parce que nous avons peur d'échouer. Mais je pense que nous avons davantage peur de réussir. Et c'est aussi ça qui fait... Oui. Moi, je l'ai entendu, je l'ai vu de mes yeux, des femmes où il y avait quelque chose qui se présentait, un profil, un homme, une histoire qui pouvait fonctionner, ça commence à démarrer, non, elle a peur et elle part à reculons. Pourquoi ? Mais je ne sais pas, incompréhensible. J'ai une hypothèse là-dessus, c'est que la lumière qui est en nous, parce qu'elle a été déposée par Dieu, nous dit que nous avons de la valeur. Sauf que les blessures et notre monde un peu abîmé nous dit le contraire. Et à force d'entendre ça, on finit par y croire. On finit par se dire, au fond, moi, je ne mérite pas ça d'une certaine manière. Et c'est inconscient. Il y a quelque chose d'inconscient peut-être. Et toute la foi chrétienne vient dire, tu en vaux la peine, en fait.
et que tu vas réussir. Parce qu'en Jésus-Christ, nous le croyons et c'est ça notre espérance. Notre vie a du sens. Tout ce que nous sommes a un avenir. Et donc, du coup, puisque Dieu s'est déjà engagé, tous nos engagements peuvent porter du fruit. Et y consentir, c'est prendre le risque de croire qu'on peut être heureux. Aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible. On l'entendait dans la chanson il n'y a pas longtemps. Et moi, j'y crois dur comme fer. Parce que ce consentement-là, pour le dire en une phrase, ce consentement-là, c'est prendre le risque de croire que nous sommes aimés pour ce que nous sommes, que nous avons de la valeur pour ce que nous sommes et que même nos vies tordues ont du prix aux yeux de quelqu'un. Et que parce que nos vies tordues ont du prix aux yeux de quelqu'un, on peut réussir. Et consentir, c'est entrer dans cette logique-là. Et l'engagement, ce n'est pas autre chose que ça. Hein. L'échec, on connaît tellement ça que bon, réussir, ça nous fait peur. Beaucoup. Ouais, c'est intéressant. Christelle ? Alors, justement, sur cette idée d'échec, sur cette idée de « je fais tout ce que je peux pour y arriver », moi, ce que je constate, c'est que lorsque un couple dit « on a tout essayé », parfois, on a l'un des deux qui a, par exemple, sacrifié, qui s'est sacrifié, en fait, qui a dit « j'ai tout fait pour lui, j'ai tout fait pour elle ». Et en même temps, qui n'est plus rien, qui n'existe pas, qui n'a plus le sentiment d'exister. Eh bien, en fait, l'enjeu pour un couple, et c'est très difficile à expliquer et c'est très difficile à intégrer de la part des couples qui souffrent, c'est que c'est pas aller vers certes, s'engager, c'est se redire oui tous les jours, c'est donc faire un acte de volonté, mais cette volonté, elle est orientée non pas vers une image parfaite de qui il est, de qui je suis et de qui nous sommes, mais on va aller à l'inverse, on va aller chercher, on va aller descendre et se révéler très vulnérable en fait, être un petit peu... On n'a peut-être pas envie de ça. Surtout aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un blocage aussi, en raison de ce que vous évoquez là. Personne n'a envie. Quand je dis ça, c'est très surtout avec populaire Insta, on n'a pas envie avec des gens hyper voilà. Et sauf que sur Insta, si vous regardez bien comment ça fonctionne, en général, moi je suis assez... je trouve ça merveilleux. Lorsque la personne qui est très très belle, très très bien, etc., qui fait des voyages magnifiques, se révèle avec, vous les voyez en train de se pomponner, telles qu'elles sortent du lit presque, avec beaucoup c'est pas faux, d'humanité en fait, certaines, eh bien elles gagnent des followers. Des followers, ouais. Parce qu'on se retrouve, c'est intéressant parce que ça attire. Christelle, en fait. Bien, voilà, ça attire. Moi, je trouve ça très très intéressant. Sur Insta. Et il faut une chose importante là-dessus, très rapidement, c'est que si le Christ s'incarne, s'il meurt et s'il ressuscite, c'est pour nous réconcilier avec notre vulnérabilité. Et j'ai même envie de dire, en tout cas pour les fiancés que j'accompagne, la première rencontre, je leur demande toujours de faire la relecture de leur histoire. Et de ne pas relecture de leur histoire. Et je leur fais écrire. C'est quoi la relecture de leur histoire ? C'est par exemple, on s'est rencontrés tel... Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'ils reprennent le fil de leur vie, depuis l'enfance jusqu'à la rencontre, jusqu'à la demande en mariage. Jusqu'à la rencontre. Et je leur fais écrire cette affaire-là pour dire que vos blessures, vos vulnérabilités, c'est tout ça qui se marie. C'est tout ça qui est donné. C'est tout ça qui entre dans l'amour. Parce que si vous êtes Superman et Wonder Woman, moi, je ne peux rien pour vous. Si vous êtes Terminator, je ne peux rien pour vous. Et l'Église ne peut rien pour vous. Ben, c'est vrai. Parce que la puissance sacramentelle vient nous réconcilier avec notre faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit saint Paul. Et si on ne se réconcilie pas avec sa faiblesse, son humanité, etc., tôt ou tard, on va avoir ce petit moment où on va dire, j'ai tout donné, je suis devenu quelqu'un d'autre, où je me le suis laissé vampiriser par mon couple, et un jour, quelque chose à l'intérieur de nous dit non. Ça vous parle, le rapport à la vulnérabilité, Florence Klein, ou pas, dans la force de ça, dans la rencontre qui dure, quoi ? Je sais pas trop. L'authenticité, peut-être, le côté authentique, se montrer vrai. Est-ce que à ce genre de dîner... Non, les gens n'aiment pas trop montrer. Ils donnent une image qui n'est pas forcément la réalité, pour se protéger un peu. On ne veut pas donner l'impression qu'on veut faire une rencontre sérieuse, donc on vient pour passer une soirée sympathique, agréable, parce qu'on est un petit peu mal à l'aise. Y a des gens qui ont l'air très doux, qui sont finalement moins doux que ça. Des personnes qui ont l'air très froides, mais qui sont finalement adorables, mais qui sont très réservées. Surtout les hommes, j'ai remarqué, les hommes sont un petit peu plus mal à l'aise, réservés. Donc, de se retrouver dans un environnement comme ça, avec plein d'autres personnes, ils montrent un peu ils pensent qu'ils montrent une faiblesse, pour venir rencontrer des gens dans des dîners, ils se disent je vais montrer quelque chose, mais en fait après quand ils s'aperçoivent que tout le monde est dans le même bateau, en fait, ils se détendent beaucoup plus
Et ça se fait de manière beaucoup plus En fait, naturelle. vous, c'est juste la première rencontre. fois. Après, vous les laissez tranquilles. Ah oui, pendant le dîner, non. Non, mais après, les autres dîners, ils reviennent ou pas? Ah ben il y a des gens qui reviennent, oui, mais je suis toujours là, bien sûr. Ouais. Oui, parce qu'il y a des liens qui se tissent aussi. Mais c'est ça. Il y a des liens qui se tissent. Alors c'est bien de voir des gens nouveaux à chaque fois, ça c'est très important parce que comme vous disiez, il y a du choix, ça tourne, on voit des têtes nouvelles, on tourne pas en boucle avec les mêmes puisque les gens viennent pour rencontrer des gens nouveaux. Mais le fait de revoir des gens de manière régulière ou irrégulière, il y a des liens qui se tissent et il se passe des choses. Les dîners de Florence à découvrir sur les réseaux évidemment si vous voulez vous familiariser avec cette expérience. Florence Lin, merci beaucoup. Merci les amis, merci Christelle Tard pour l'image du téléphérique et de gros fauteuils confortables. On a bien compris ce que c'était que l'engagement avec vous et ainsi qu'avec le père Ange Ganigamo. Merci, bon retour à Vincennes, merci. À Créteil, pardon. Merci les amis.